première sur l'info. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Maïmouna Sow. Bonsoir, nous sommes le samedi 21 octobre 2023. 34 directeurs financiers et administratifs ont interdiction de quitter le territoire guinéen. La raison est toute simple. Une procédure en cours au parquet frappe ces personnes. Cette décision fait réagir des acteurs sociopolitiques. Vous entendrez entre autres le vice-coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée dans ce journal. Les soldats français ont commencé leur retrait progressif de Niamey à la demande des militaires au pouvoir dans ce pays. Au total, ce sont 1500 hommes qui quitteront officiellement le Niger d'ici le 31 décembre 2023. Enfin, les fausses alertes à la bombe se sont multipliées ces derniers jours en France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoque 18 interpellations en 48 heures en lien justement avec ces alertes. Bienvenue dans cette édition d'information. FIM FM, première sur l'info, le journal. Maïmouna Sow. Bonsoir de nouveau. Nous commençons tout naturellement avec cette actualité. 34 directeurs financiers et administratifs viennent d'être interdits de sortie du pays en raison d'une procédure en cours au parquet de la CRIEF. Une décision qui irrite des acteurs politiques et de la société civile. C'est le cas du président du Parti du Renouveau et du Progrès ainsi que du vice-coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée. Joints au téléphone par notre rédaction ce samedi, Rafiou Sow et Boubacar Birobari disent être contre la restriction des libertés des citoyens sans preuve. Aboubacar Sidiki Kamara. Selon le procureur spécial près la CRIEF, cette décision se justifie par le fait que certains directeurs financiers seraient sur le point de quitter le pays. Un avis que ne partage pas le vice-coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, Boubacar Birobari. C'est vraiment une décision inopportune qui s'inscrit juste dans le cadre du harcèlement et de règlement de compte. Mais on ne peut pas empêcher par susceptibilité, par suspicion aux gens de sortir. C'est du n'importe quoi ça. Comme cet acteur de la société civile, le président du Parti du Renouveau et du Progrès dit être d'accord pour la réédition des comptes, mais pas pour une restriction des libertés sans preuve. Rafiou Sow. Je suis contre qu'on prive les droits et libertés des citoyens ou qu'on les mette en prison, on les empêche de sortir, faire traîner, disons, le jugement sans preuve. D'ailleurs, dit-il, seul le juge a le droit d'interdire un citoyen de sortir du pays. Partant de ce fait, le vice-coordinateur du Forum des forces sociales estime que la CRIEF n'a tout simplement pas répondu aux attentes. Les gens fondaient beaucoup d'espoir sur cette CRIEF-là, mais c'est devenu un instrument de règlement de compte en fin de compte. Et c'est vraiment dommage. Je crois que cette démarche-là, vraiment, elle est vicieuse, elle est honteuse. Pour lui, il est inadmissible d'empêcher ces DAF de sortir du pays, vu que les rapports d'audit des inspecteurs dans les différents ministères n'ont pas été exhibés comme preuve. Par contre, le juriste Alassane Makanera Kake trouve normale la décision du procureur spécial de la CRIEF Ali Touré. Il précise que la loi donne la possibilité au DAF d'attaquer cette mesure devant un juge. Toutefois, Alassane Makanera Kake déplore les agissements de la CRIEF face à un certain nombre de dossiers. Il a été joint au téléphone par notre journaliste Mbani Sidibé. Cette réquisition d'interdiction de sortie du territoire national prise par le procureur spécial de la CRIEF concerne 34 directeurs administratifs et financiers. Ali Touré parle de besoin d'une procédure en cours au parquet de la CRIEF. Pour le juriste Alassane Makanera Kake, il faut éviter de confondre une décision de justice et celle administrative. Pour lui, Ali Touré peut bien prendre cette mesure. Le procureur, il veut poursuivre X et X quitte, est-ce que la poursuite est possible? Il doit réunir toutes les conditions nécessaires pour poursuivre la poursuite. C'est toujours une décision administrative. Avec une décision de justice, c'est tout à fait son droit. Si un DAF estime qu'il ne se reproche de rien, il peut attaquer la décision de Ali Touré devant un juge, précise Alassane Makanera Kake. Le procureur a décidé. Le DAF qui estime que la décision est illégale, mais attaque la décision. Il attaquera soit devant l'administration ou devant le juge pour demander l'annulation. C'est tout à fait le droit de l'intéressé. C'est constitutionnellement consacré de s'opposer à une décision administrative. Le fonctionnement de la CRIEF depuis sa mise en place suscite parfois des polémiques chez les citoyens. Pour le juriste Alassane Makanera Kake, la façon dont travaille cette juridiction laisse parfois à désirer. Il y a des situations de loin, on ne comprend pas. Pourquoi certains sont libérés, qui se promènent tranquillement, et d'autres sont encore là-bas? C'est pas un bon signal. Si c'est une
condition qui est posée et que cette condition soit appliquée à tout le monde. Si elle ne communique pas, nous sommes libres de dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Dans sa réquisition, le procureur spécial de la CRIEF a invité le directeur central de la police de l'air et des frontières à mettre tout en œuvre pour empêcher les personnes visées de sortir du territoire national. Le RPG Arc-en-Ciel a rendu ce samedi à l'occasion de son assemblée générale hebdomadaire un dernier hommage à Feu Youssouf Sampil, membre influent de l'ancien parti au pouvoir. Cette rencontre a connu une forte mobilisation des militants et sympathisants du parti. Le parti a aussi commenté les sujets qui focalisent les débats, notamment l'interdiction faite au DAF de quitter le pays, le blocage autour de la mise en liberté provisoire accordée à Amadou Damaro Camara et l'agression des journalistes lors de la marche pacifique organisée par le SPPG. Mohamed Djenabsouma, compte rendu. C'est un hommage mérité que le RPG Arc-en-Ciel a rendu encore une fois ce samedi à Youssouf Sampil, membre influent du dit parti. Sidiki Touré, secrétaire général de la jeunesse du parti, parle de l'homme. Youssouf a été un militant très engagé, sans arrière-pensée, très pacificateur et il s'est battu durant tout le temps qu'il a fait avec le RPG Arc-en-Ciel pendant toute sa vie, parce que jusqu'à sa mort il était RPG Arc-en-Ciel. Il a lutté pour unir les jeunes, pour faire la promotion de la jeunesse. L'assemblée du jour a été aussi mise à profit par le parti d'Alpha Condé pour commenter l'actualité marquée par l'interdiction de faite au DAF des différents départements ministériels de quitter le pays. Une annonce qui est bien accueillie par Marc Yomouno, membre du bureau politique national. Nous l'avons toujours dit que ce qui a été mis sur le RPG, sur ces cadres, jusqu'à preuve du contraire, était un gros mensonge. Maintenant, si c'est aujourd'hui qu'on décide que cette machine aussi va contrôler les finances de la gestion actuelle, c'est une très bonne chose, mais attendons de voir. Quant à Fodé Moussa Mara, également membre du bureau politique national du RPG, il a dénoncé le refus opposé par le parquet spécial de la CRIEF contre la liberté provisoire accordée à Amadou Damaro Camara. Les honorables Damaro, les Kassori, les docteurs Kassori, les docteurs Ghané, ici, c'est des personnes qu'ils ont pris en otage. Parce que d'abord, pour un premier temps, ils ne devaient pas être là où ils sont là. Ils étaient interpellés pour 4 mois et renouvelables une seule fois. Donc après 8 mois, ces personnes-là ne devaient plus être en prison. Le bureau politique du RPG a aussi affirmé sa solidarité envers les journalistes qui ont été victimes de violences lors de la marche pacifique réprimée en début de semaine. Le modèle de Aliouba a lui dédié en grande partie son assemblée générale hebdomadaire de ce samedi à la sensibilisation contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus, une façon pour le parti de marquer son adhésion à l'initiative mondiale Octobre Rose, décrétée pour conscientiser les femmes sur la nécessité pour elles de se faire dépister contre cette maladie qui tue 6 femmes sur 10 par jour. D'autres sujets ont aussi été évoqués. Mahawa et Vassila y étaient. Comment lutter contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus? La question a été largement débattue ce samedi à l'occasion de l'Assemblée générale hebdomadaire du modèle Mouvement démocratique libéral. Une manière pour les cadres de ce parti politique de contribuer en leur manière à la lutte contre cette maladie qui continue encore de faire des victimes dans notre pays. Dr Mamadou Boboswari est médecin épidémiologiste au programme national de lutte contre le cancer. C'est plutôt une petite sensibilisation à l'endroit des femmes du modèle comme toutes les autres femmes de la Guinée afin qu'elles puissent venir se faire dépister au cours de cette campagne que nous organisons. Bon, déjà, c'est une action à saluer au compte du modèle. Nous exhortons aussi les autres formations politiques à sensibiliser les femmes des partis politiques pour qu'elles viennent se faire dépister. À cette occasion, le président du modèle n'a pas manqué de mots pour évoquer l'importance de la sensibilisation contre cette maladie, une action qui, d'après Aliouba, figure dans les priorités de son parti. La présentation des activités du Bureau national des femmes en rapport avec le mois rouge, mois d'octobre, qui parle de la sensibilisation concernant le cancer des seins et de l'utérus. Et le modèle en fait une priorité. Le Bureau national des femmes a élaboré un projet, un médecin spécialiste est venu ici faire de la sensibilisation. D'autres sujets ont également été évoqués lors de cette assemblée générale par le président du modèle notamment. Au niveau de l'implantation, nous sommes très avancés. Le parti, ça fait 5 ans qu'il s'implante à l'international, il s'implante au niveau national. Nous avons passé en revue aujourd'hui les dernières activités à la commune de Dixine, la commune de Matoto, Ratoma pour la zone spéciale de Conakry, également pour l'intérieur du pays. Récipiendaire du prix africain du mérite et de l'excellence du Forum économique africain, Aliouba va se rendre les jours à venir à Kigali pour la cérémonie de remise officielle.
le nouveau président de la coordination nationale des Fulbe et Halipular de Guinée sera intronisé demain dimanche au stade général Lansana Conté de Nongo. À cette occasion, une cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée ce samedi à la maison du Fouta située à Matam. Plusieurs personnalités religieuses et politiques d'ici et d'ailleurs ont pris part à cette grande mobilisation religieuse. Le tout-puissant Allah a été imploré pour la paix et l'entente entre les Guinéens. Compte rendu Al-Hassan Digue Diallo. C'est en présence de l'Haj Al-Seni Dalaba Bari qui sera officiellement investi dimanche à la tête de la coordination nationale des Fulbe et Halipular de Guinée, des autorités religieuses du pays ainsi que des autres venus d'ailleurs, que cette cérémonie de lecture du Saint-Coran a eu lieu. El Haj Ibrahima Onatol Diallo revient sur les moments forts de ce regroupement. Cette lecture implore la grâce du bon Dieu pour répandre la paix, l'entente, la cordialité entre les populations guinéennes afin que nos objectifs soient accomplis. Cette cérémonie qui a connu la présence de plusieurs invités de marque venus de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et des Amériques. Tout cela pour donner un engouement de taille à l'événement, affirme le vice-président El Haj Ibrahima Onatol Diallo. Des délégations venues de tous les coins de la Guinée et des principaux pays de la sous-région, ainsi que dans les contrées lointaines, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. La cérémonie s'est très bien passée. L'initiative est très appréciée par Baouri, qui a d'ailleurs pris part à ce rendez-vous. Je pense que c'est un événement important pour montrer que nous avons des valeurs traditionnelles qui doivent vivre, s'intégrer dans le cadre de la République pour permettre à l'ensemble des communautés du pays de se sentir partie prenante dans un processus de construction nationale. Pour ce temps politique, à travers cette rencontre, les Guinéens doivent reconnaître que l'ensemble du territoire du pays regroupe toutes les ethnies de la Guinée. Il faut que les gens reconnaissent et sachent qu'aucune région ethno-culturelle de ce pays n'est homogène. Demain dimanche au stade général Lansana Conté de Nongo, El Haj Al-Seni Dalaba Bari va donc être officiellement intronisé à la tête de la coordination nationale des Fulbe et Halipular de Guinée. L'événement s'annonce riche en couleurs et en beauté. Il se produit tous les jours des accidents de travail parfois lourds de conséquences, mais ils ne sont pas assez pris en compte par certains employeurs. Un fait que déplore Lamine Mara, greffier à la Cour des comptes. Ce juriste spécialisé en droit social revient sur les démarches à effectuer pour rétablir l'employé dans ses droits. On l'écoute. Ce que la loi prévoit, dès lors qu'il y a accident, l'employeur est dans l'obligation, premièrement, d'assurer les soins d'urgence à l'employé, ensuite déclarer l'accident à la Caisse nationale de sécurité sociale et informer l'inspection du travail. Mais il faut savoir que les premiers soins doivent être assurés par l'employeur et même le jour de l'accident doit être payé par l'employeur. Et à la suite de la déclaration, la Caisse nationale de sécurité sociale intervient non seulement pour prendre en charge l'accidenté, le soigner, même les aliments qu'il doit consommer sur son lit d'hôpital doivent être assurés par la Caisse nationale de sécurité sociale. Dès lors qu'un employé n'est pas enregistré à la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est qu'il n'est pas en sécurité. C'est une obligation pour tout employeur de déclarer son employé à la Caisse nationale de sécurité sociale et de cotiser pour son employé. Maintenant, si votre employeur ne vous enregistre pas à la Caisse, soit vous saisissez l'inspection générale du travail ou vous partez au tribunal du travail pour vous rétablir dans les droits. Pour le retour de l'employé après l'accident, le juriste spécialisé en droit social explique que le concerné doit être réintégré dans son poste ou dans une fonction similaire. Lamine Mara, greffier à la Cour des comptes, soutient ses propos avec la loi du travail. Je vous propose de l'écouter à nouveau au micro de notre journaliste Alkali Daouda Dafé. L'employeur qui ne réintègre pas le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent doit payer les salaires et indemnités que le salarié aurait perçus s'il avait occupé son emploi. Si après un an, l'employeur n'a pas réintégré le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent, la juridiction chargée du travail peut le condamner à verser au salarié une indemnité correspondant à 2 années de salaire. Cette indemnité se cumule avec les salaires et indemnités dus pour l'année précédente. Si à l'issue de la période visée, le salarié est inapte à reprendre son emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses aptitudes telles qu'elles sont appréciées par le médecin du travail. Si l'organisation de l'entreprise ne lui permet pas de dégager un poste adapté à ses aptitudes professionnelles, l'employeur peut procéder au licenciement de ce dernier. Maintenant, si l'employeur ne propose pas un nouveau poste, alors que l'organisation de l'entreprise le permettait, le salarié a droit à une indemnité correspondant à 1 année de salaire ensuite des indemnités de préavis et de licenciement.
La protection des enfants, on en parle dans ce journal. Les efforts institutionnels se heurtent-ils à la négligence et aux pratiques parentales? Sur la question, le directeur national de l'enfance est formel, reçu ce samedi même dans l'émission Planète Enfance ici à FIM FM. Akoy-Hector Guy Lavogui affirme que les parents sont en partie responsables de beaucoup de manquements, des manquements qui bloquent la voie aux efforts fournis par les institutions dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Décryptage Mariamba. La parentalité positive, c'est cette mentalité que le département de la petite enfance veut inculquer dans les familles en Guinée. Pour ce faire, le directeur national de l'enfance en Guinée estime qu'il faudrait développer la recherche par rapport à cette situation. Akoy-Hector Guy Lavogui. Pour que nous ayons les mêmes reflets que dans d'autres milieux qu'on pourrait appeler développés, pour le moment, il faut développer de la recherche. Et c'est pour ça que dans le cadre de la réforme au sein du ministère, nous avons été instruits par Madame la ministre de développer tout ce qui peut amener à aboutir à des recherches de manière spécifique sur la parentalité. Nous avons dans un premier temps fait une étude avec l'université de Sonfonia pour voir quels sont les éléments constitutifs de manière fondamentale qui sont des réflexes en famille et qui contribuent à ça. Pour qu'il y ait une prise de conscience à tous les niveaux, le directeur national de l'enfance en Guinée annonce un certain nombre d'actions. Il y a un code de l'enfant qui a été élaboré, nous allons continuer à le régulariser pour que chaque service qui reçoit un enfant puisse avoir le réflexe nécessaire pour dire qu'il s'agit d'un enfant, je dois le traiter particulièrement. Donc nous avons formé sur la chaîne pénale qui peut recevoir un enfant, c'est au commissariat, c'est tout ce qui est au progène, au-delà de l'oprogène, tout ce qui sont dans la chaîne de répression, et ensuite au niveau de la justice, faire en sorte que même quand un enfant doit subir une peine, que le réflexe puisse correspondre à son âge et à son attitude. Selon une étude faite par l'UNICEF, les enfants sont souvent victimes de violences, d'abus et d'exploitation, et les lois existantes ne sont pas suffisamment appliquées par les services en charge de la justice. Que ce soit dans le maintien d'ordre ou dans des contrôles routiniers, certains agents des forces de sécurité ne ratent aucune occasion pour violenter des citoyens. Le dernier cas en date s'est produit cette semaine à Koulia, dans la préfecture de Bofa. Un chauffeur giflé par un gendarme a fait une mauvaise chute. Il est hospitalisé depuis et doit être opéré de la tête. Les activistes des droits de l'homme s'insurgent contre ces comportements violents des agents et appellent les autorités compétentes à sévir. Sekou Diatea Kamara. Il peut arriver que les agents soient dans leur rôle de contrôle routinier ou de maintien d'ordre. Cependant, ils ne doivent nullement violenter des citoyens, même si ceux-ci se montrent incompréhensifs, pense Mamadou Kali Diallo de la baïonnette intelligente. Même si un citoyen n'arrive pas à se soumettre à un tel contrôle, les forces de l'ordre n'ont pas droit à porter main sur le citoyen. Mais par contre, elles ont le droit d'intenter une procédure judiciaire contre ce citoyen. C'est aussi l'avis du président de la Ligue des droits et de la démocratie en Afrique. En tout temps et en tout lieu, les agents des forces de l'ordre doivent faire preuve de retenue dans leurs activités, poursuit Mamadi Kaba. Même quand les citoyens auxquels ils ont affaire ont des comportements provocateurs et doivent agir avec professionnalisme afin de maîtriser les citoyens sans exercer de violence contre eux. Pourquoi s'adonnent-ils aux violences quand ils sont en face des citoyens? Mamadou Kali Diallo croit savoir quelques raisons. Certaines d'entre elles le font par méconnaissance, d'autres aussi par question d'impunité, et puis d'autres par excès de gel. Vous savez aussi, nous sommes dans un pays où jusqu'à présent nous avons les séquelles de la pensée unique, donc la contradiction est difficilement admise, surtout face à l'autorité. Pour Mamadi Kaba, quelles que soient les raisons, les comportements violents des agents de sécurité sont inacceptables parce que contraires à leur mission. Les agents des forces de l'ordre ont pour mission de protéger l'intégrité physique et morale des citoyens. Quand un citoyen est en face d'un agent de sécurité, il doit se sentir totalement en sécurité. Les deux activistes des droits de l'homme invitent les autorités compétentes à continuer de renforcer la capacité des agents pour qu'ils mesurent davantage la portée de leur mission. Merci de vous informer chez nous. Il est 18h19 ici à Conakry. La France respectera le calendrier du retrait de ses soldats basés au Niger. Les 1500 hommes quitteront le pays le 31 décembre comme prévu. Le commandant des forces françaises au Sahel a confirmé ce départ lors d'une conférence de presse tenue vendredi à Niamey. Les premiers soldats ayant quitté le Niger sont arrivés jeudi au Tchad alors que le flux logistique doit débuter la semaine prochaine. Ces opérations sont organisées en collaboration avec les autorités nigériennes
nigérienne, une transparence nécessaire pour rassurer la population au regard du contexte des relations entre Paris et Niamey. Les militaires au pouvoir à Niamey depuis la chute de Mohamed Bazoum ont demandé le départ de 1500 soldats français au nom de la souveraineté de leur pays. Les fausses alertes à la bombe se sont multipliées ces derniers jours en France. Encore 18 aéroports en région ont été visés le 20 octobre, dont 10 ont dû être évacués. Les lieux touristiques, le château de Versailles en particulier, sont aussi concernés. Les auteurs des fausses alertes encourent pourtant des sanctions judiciaires sévères. Ces sanctions, nous n'hésiterons pas à les appliquer, renchérit Clément Beaune, le ministre des Transports français. Jeudi, dans la soirée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de son côté, avait évoqué 18 interpellations en 48 heures en lien avec ces alertes qui touchent aussi des établissements scolaires ou des lieux touristiques. Pour rappel, ces alertes très nombreuses depuis l'attentat qui a coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard à Arras le 13 octobre 2023 sont scrutées de près par les autorités chargées de la cybersécurité. Celles-ci ont mis en place des moyens conséquents pour identifier les auteurs de ces fausses alertes. Par ailleurs, des dizaines de milliers de personnes ont marché ce samedi à Londres pour réclamer la fin de la guerre à Gaza et soutenir les Palestiniens 2 semaines après l'attaque sanglante du Hamas en Israël qui a entraîné une violente riposte dans la bande de Gaza. La chronique de Habib Yamberen Diallo, c'est dans un instant. La filière nord-africaine pour atteindre l'Europe est en train de trouver un concurrent coriace. C'est désormais la filière d'Amérique centrale pour atteindre le pays de l'oncle Sam. Pour le besoin de la cause, aucun sacrifice n'est de trop. Certains s'endettent, d'autres vendent tout ce qui est vendable, y compris la maison familiale. Et pourtant, aller aux États-Unis, c'est une chose. Trouver des papiers et du travail en est une autre. Parfois, le paradis rêvé peut s'avérer être un enfer. En revanche, l'enfer laissé derrière peut être un paradis. Ça ne dépend que de l'objectif de la vie. Voici notre rubrique Les faits et les méfaits de la société présentée par Habib Yamberen Diallo. Polémique et ironie font rage sur la toile. Les uns estiment que la Guinée est un paradis. Les autres soutiennent tout le contraire. Toujours est-il que les enfants de ces paradis veulent le quitter massivement. À la filière nord-africaine pour atteindre l'Europe, c'est désormais l'Amérique centrale qui est la destination de prédilection de la jeunesse guinéenne. Jusqu'à une période récente, le Nicaragua était inconnu des Guinéens. Les mieux informés savaient seulement que c'est un pays qui fait partie du continent américain, où dans les années 80, le président Ronald Reagan des États-Unis avait envoyé des troupes pour capturer le chef de l'État au palais. C'est la fameuse affaire de Daniel Ortega, arrêté à Managua, au Nicaragua. Mais cela est une autre histoire. Revenons donc au paradis guinéen que la jeunesse veut fuir. Pour se convaincre de cette fuite massive, il faut faire un tour au service de délivrance des passeports. Ces derniers temps, il faut se lever de bonnes heures pour avoir ces documents indispensables au voyage. Tant les demandeurs sont nombreux. Tous veulent partir pour l'Amérique centrale pour atteindre le pays de l'oncle Sam. Seulement voilà, le paradoxe c'est qu'effectivement, ceux qui partent semblent quitter un paradis. Et pour cause, il faut débourser entre 70 et 130 millions de francs guinéens pour pouvoir y aller. Ça dépend de la destination convenue. S'il s'agit de débarquer l'immigrant au Nicaragua et qu'il se débrouille pour le reste, il suffit de trouver le premier montant. En revanche, si le candidat au départ doit être accompagné jusqu'à la destination finale, c'est le second montant qu'il faut débourser. Cela veut dire qu'il faut déjà être riche pour pouvoir effectuer ce voyage, ou tout au moins être à l'abri du petit besoin. Car celui qui peut trouver 70 ou 130 millions est tout sauf misérable, même si certains vendent tout ce qui est vendable, y compris la maison familiale. Et c'est cela qui pose problème. Lorsque vous vous endettez jusqu'aux ongles ou que vous vendiez un bien unique pour vous engager dans une aventure incertaine, vous prenez un gros risque. Parce qu'arriver aux États-Unis est une chose, obtenir des papiers et trouver du travail en est une autre. Or, sans papier, il n'y a pas de travail, en tout cas du bon travail. Ce qui fait que certains se mettent en prison dans ce monde libre. Tant qu'ils ne trouvent pas de papiers, ils ne reviennent pas au pays. Or, ça peut durer longtemps. Alors que le temps file, lui, il court si vite que vos amis restés au pays ont fondé des foyers. Ils ont femmes, enfants et pour certains prestige. Pendant que celui dont le départ avait suscité beaucoup d'espoir est encore à la case départ. Pour toutes ces raisons, sachons que la solution n'est pas forcément de partir, c'est d'avoir un objectif pour la vie. Que ce soit ici ou ailleurs, nulle part au monde, on ne ramasse de l'argent dans la rue. Dans un pays où il pleut 8 mois sur 12,
où tout est à faire encore, même si ce n'est pas le paradis, ce n'est pas non plus l'enfer. Merci. Monsieur Diallo, nous entamons la toute dernière partie de cette édition. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Les négociations entre les représentants du mouvement syndical, le gouvernement et le patronat se sont poursuivies vendredi. Après plusieurs semaines de rencontres, les lignes n'ont toujours pas bougé. Une situation qui déplore les syndicats. Ils dénoncent le manque de volonté chez les autorités. Le secrétaire général de la FSPE, qui prend part à ces pourparlers, annonce que s'il n'y a pas de proposition concrète de la part de l'État la semaine prochaine, ils vont bouder ces négociations. Salifou Kamara est notre invité. Il répond aux questions de Bani Sidibé. Général Salifou Kamara, bonjour. Bonjour. Les négociations entre le mouvement syndical et le gouvernement se sont poursuivies vendredi. On apprend que le gouvernement reste toujours campé sur sa proposition de 20%. Dans la semaine, nous étions avec le patronat par rapport à 70% d'augmentation sur le salaire des travailleurs du secteur privé. Le patronat a proposé de les laisser encore aller se concerter avec les patrons des entreprises. Nous avons parlé sur les 20% aussi. Le gouvernement toujours nous a dit qu'ils sont en concertation. Jusqu'ici, le gouvernement est sur sa position. Le mouvement syndical, nous avons dit dans la salle, et c'est la décision du gouvernement, d'ici le vendredi prochain, si on n'augmente rien sur les 20%, nous allons convoquer une assemblée générale. La dernière assemblée générale des travailleurs, les travailleurs avaient décidé qu'on dépose tout de suite un préavis de grève. Si je comprends très bien, pendant plusieurs mois, selon vous, le gouvernement reste toujours campé sur sa position. Vous pensez que c'est un manque de volonté? Oui, on peut dire que c'est manque de volonté parce que tout le monde sait, nous avons montré par A plus B, les arguments avancés par le gouvernement ne tiennent pas. Nous avons aussi mis sur la table tout ce que nous avons à notre judiciaire pour prouver au gouvernement qu'on peut aujourd'hui faire une augmentation salariale à tous les niveaux. L'autre question, c'est les travailleurs dans le secteur privé. Là également, vous avez demandé 70%. Est-ce que les lignes ont bougé? Pas encore. Le patronat demande toujours une concertation de 3 semaines. Nous n'avons pas ce temps parce que la plateforme a été déposée depuis le mois d'avril passé. Si le patronat n'a pas pris le temps pour analyser ces points, pour trouver des solutions ou des propositions à nous faire du mois d'avril jusqu'à maintenant là, c'est pas maintenant qu'on peut attendre encore 3 semaines. Nous n'avons pas ce temps. Nous avons dit clairement au gouvernement que nous n'avons pas le temps. Il faut que le patronat puisse, n'est-ce pas, revenir le vendredi prochain avec une proposition. Est-ce qu'il y a une menace de grève qui plane, puisque vous dites que jusqu'à vendredi prochain, si rien n'est fait, vous allez bouder les négociations? Au fait, on va dans une négociation pour obtenir quelque chose. On va dans une négociation pour qu'on s'écoute et pour que chacun puisse prouver, n'est-ce pas, la force de ses arguments. Et si rien n'est obtenu, je pense qu'un chercheur qui va à la chasse dans la brousse, et même s'il ne trouve pas un gibier, mais au moins qu'il puisse trouver, même s'il est là. Alors donc on ne va pas rentrer à la maison avec la gibecière vide. Tout le monde sait que la dernière arme d'un syndicat, c'est la grève. Général Salifou Kamara, merci pour la disponibilité. À moi de vous remercier. Merci, chers messieurs. Nous avons fait 28 minutes de direct d'info ce soir. Harissa Tousso et Diara Girassi ont réalisé le journal de ce samedi. Merci, mesdames. Je remercie également nos techniciens, notamment Diariou, nos reporters, correspondants et auditeurs. C'est grâce aux uns et aux autres que nous arrivons à vous informer tous les soirs sur notre antenne. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. FIM FM